Afrique Média. Le monde, c'est nous. Bonsoir fidèles téléspectateurs et merci de nous retrouver une fois de plus sur les antennes de la télévision panafricaine pour cette édition d'Appel sur le continent consacrée aux turpitudes que vivent les Européens, coupure d'électricité. On parle également de la tentative de coup d'État du côté de l'Allemagne. Toutes ces thématiques nous intéressent ce soir. Nous en parlons dans cette édition d'Appel sur le continent consacrée donc cette fois-ci au continent européen et les incidences que tous ces problèmes peuvent avoir, en tout cas la corrélation qu'on peut y trouver avec ce qui se passe sur le continent africain. Ce soir, pour faire le débat, nous sommes avec Linda Larbaoui. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir à vous et à toute l'équipe d'Afrique Média, vos invités et nos chers téléspectateurs. Merci à vous, Linda Larbaoui, d'avoir répondu présente à cette invitation. Également, Ngouche Béanza avec nous ce soir. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, comment allez-vous? Par la grâce de Dieu, tout va bien, mais malgré les difficultés, on essaie d'avancer. Eh bien, Linda Larbaoui, pour vous, et Ngouche Béanza également, pour vous, qui êtes de l'autre côté, chère Linda, comment est l'atmosphère en France aujourd'hui? En France, je ne sais pas, mais en Allemagne, je sais. J'habite à 7 km de l'Allemagne. Donc, je peux vous dire que ce qui vient de se passer, ça a secoué l'opinion nationale. J'ai appris qu'ils ont plus d'un million de sympathisants. Je parle de sympathisants, pas des gens qui font partie de cet organisme. Quand l'opération spéciale a démarré, ils étaient répertoriés 16 000. Là, on parle entre 22 et 25 000. Mais c'était attendu. Moi, je m'attendais à tout ça. À chaque fois que j'ai intervenu sur ce qui se passe en Ukraine, j'ai insisté sur l'Allemagne. Et j'ai insisté sur l'année 1917 en disant, pour que les États-Unis rentrent en Méditerranée et puissent influencer l'Europe à ce point et s'introduire en Afrique et puis dans la péninsule arabique au Moyen-Orient, il a fallu détruire 4 empires. L'empire germanique, l'empire russe, l'empire ottoman, l'empire austro-hongrois et 2 empires coloniaux, l'empire de la Grande-Bretagne, le Royaume-Uni et l'empire français. Donc, il a fallu détruire tout ça par une première guerre et une seconde guerre pour que les États-Unis puissent jouer comme ils l'ont fait toutes ces années-là. Et j'avais insisté sur les Allemands en disant, il y a eu une injustice vers ce peuple par 2 fois, par la Première Guerre mondiale et par la Deuxième Guerre mondiale. Et j'avais également j'avais lié ce qui se passe en Europe avec ce qui se passe en Afrique en disant que la conséquence de la crise de Tanger, donc Tanger c'est au Maroc, c'est en Afrique, c'était la Première Guerre mondiale. Tout a démarré par l'Afrique. Donc ce qui se passe de l'autre côté de la Méditerranée, donc en Europe, c'est une véritable guerre, mais ce qui se passe en Afrique, c'est que toutes ces hégémonies essayent de se battre pour récupérer ce qu'il y a à récupérer en Afrique. La chute de l'Allemagne a commencé en 1905 avec la crise de Tanger. C'est quoi la crise de Tanger? C'est qu'il y avait eu le congrès de Bismarck qui a démarré en novembre 1884 et il s'est terminé en 1885. Vous voyez la durée du congrès pour se partager toute l'Afrique. Et la France, avec l'Espagne et le Royaume-Uni, n'ont pas respecté ça. Et ils se sont attaqués à Tanger et tout ce qui est Rif, ce qu'on appelle le Rif en Afrique, au Maroc, pour essayer de l'envahir et notamment le Sahara occidental. Donc les Russes et les Allemands n'étaient pas d'accord pour ça et c'est ça qui a engendré la guerre de 1914 où les Allemands ont laissé des plumes. Et au lieu de les aider à sortir de là, eh ben, la France avec le Royaume-Uni, ils ont rajouté des couches, ils ont rajouté des sanctions sur sanctions.
et on est arrivé à une deuxième guerre mondiale. Donc, ce qui se passe aujourd'hui en Europe, pour vous la faire courte, je vais commencer par l'Afrique, ça me fait plaisir. C'est le retour des empires. Je commence par l'Afrique, par nos amis maliens qui ont eu un combat très très dur et une souffrance très longue. Donc c'est le retour de l'empire du Mali en Afrique. Et puis en Europe, il y a cet empire germanique qui veut revenir. On remarquera aussi que le premier président européen qui s'est allié à la Russie, c'est le président de la Hongrie. Donc là, on parle de l'empire austro-hongrois. Il y a les Russes aussi. Poutine, le 25 février, il nous a parlé de tout le passé glorieux de la Russie et de cet empire. Nous avons aujourd'hui aussi l'Iran qui joue un rôle très important, c'est l'Empire perse. Et actuellement, il y a quelque chose qui se passe en Arabie Saoudite, c'est le sommet chinois-arabe, ou le premier de son genre, et ça a donné des résultats spectaculaires. Entre autres, j'ouvre une parenthèse pour la fermer, on sort du pétrodollar. C'est fait. Donc, il y a l'empire chinois qui revient, et dans tout ça, les Européens sont un peu perdus. Mais les Allemands connaissent leur histoire. Les Allemands, ils savent ce qui s'est passé, même s'ils en parlent pas, parce que il y a ce passé nazi qui est là, mais ce nazisme qui a été importé par les Ukrainiens, en vérité, et par les Polonais. Donc, ce côté polonais, lituano-polonais, ukrainien, qui leur a importé le nazisme chez eux. Aujourd'hui, l'Allemand a payé très cher, il ne veut plus payer, et c'est ça qui fait que ce qui vient de se passer n'est pas du tout étonnant. Et puis, il y aura une suite forcément. Il y a forcément une suite à tout ce qui est en train de se passer, et les Allemands vont récupérer leur histoire, leur véritable histoire, sans qu'elle soit falsifiée par des faits historiques qui n'ont jamais existé et que la propagande américaine nous a fait croire. Merci à vous, Linda Larbaoui, pour cette première intervention. Ngouchi Béanzin, je me tourne à présent vers vous, étant donné que nous parlons de la situation globale que traverse l'Europe au jour d'aujourd'hui. À votre niveau, comment ça se passe en termes d'électricité? Le rationnement, est-ce qu'il continue? Il faut savoir que pour le moment, au début, il y a quelques semaines, quand ça évoquait la possibilité du délestage des coupures d'électricité, le gouvernement, comme pendant la période Covid, avait dit non, que ce n'était pas possible, qu'il n'y aura pas de coupure d'électricité. Et là, on voit que le discours commence à basculer et que là, on commence à mettre en place tout un moyen de coupure d'électricité à venir en France pour prévenir au fait contre le manque d'électricité en ce moment en France. Parce qu'il faut savoir que il y a quelques années, la France exportait de l'électricité. Maintenant, elle importe carrément. Ils ont rallumé les centrales nucléaires à charbon. Voilà, c'est pour vous dire que ça devient un peu compliqué pour la vie ici en France avec cette coupure d'électricité annoncée qui ne va pas tarder. Donc, apparemment, il y aura des coupures d'électricité selon les heures entre apparemment 6 heures midi ou midi 18 heures, le temps que les gens puissent rentrer de leur travail. Mais pour le moment, à part quelques coupures comme ça dans certaines villes, la chose est plutôt calme pour le moment. Mais on sent que, l'État avec ses officines de propagande sont déjà en train de préparer l'opinion de la société française à accepter l'éventuelle coupure à venir si jamais on commence à faire des coupures en France. Et de toute façon, ça se voit que les Français ne diront pas un mot parce que vous savez qu'ils ont été très conditionnés maintenant, malheureusement, parce que voilà, au nom de leur liberté, pour avoir un peu de confort, ils ont préféré vendre leur liberté pour avoir un confort. Donc maintenant, ils sont en train de tout perdre
plus de liberté ni de confort. Et donc, voilà, ça devient quasiment un peuple qui devient presque esclave de ce système, de ce gouvernement de Macron. Est-ce que on peut dire, on peut souhaiter que réellement ces difficultés arrivent pour permettre au peuple français de se réveiller une bonne fois pour toutes? Malheureusement, je ne sais pas si ça réussira à les réveiller parce qu'on a quand même vu que à un moment, le sang s'était monté jusqu'à 3 euros. On les a pas vus, comment dire, respecter, on les a pas vus s'indigner ni sortir dans la rue. Ils étaient en train de pleurnicher, mais ils ont quand même continué à aller l'acheter, à faire la queue. On a vu qu'il y a eu des morts pendant cette période. Donc, je ne sais pas si réellement avec la propagande, vous savez, la propagande, elle est tellement forte que on voit clairement que les Français sont vraiment lobotomisés. Parce que grâce au relais des agents de l'oppression impérialiste, qui sont les journalistes comment dire, qui s'adonnent à s'assurer que la propagande officielle de l'État, comment dire, se propage bien comme il faut dans la tête des Français. Moi, je dirais que non, encore une fois, ils vont l'accepter, ils vont subir cela, parce que on fait croire aux Français que c'est au nom de la solidarité envers l'Ukraine, c'est pour soutenir l'Ukraine, mais surtout que c'est la faute du méchant Poutine de la Russie. Si jamais l'électricité venait à manquer en France, ce n'est pas la faute du gouvernement, mais la faute de la Russie. Donc il y a des gens au discours disposés, préparés, hein, qui commencent déjà à les endormir, à les préparer à accepter que voilà, la France n'est plus capable de produire de l'électricité. Et il n'y a pas que l'électricité. Au passage, vous savez qu'en ce moment, il y a une pénurie de Doliprane, de paracétamol et d'antibiotiques. Parce que la France ne produit plus du tout ces médicaments, étant donné qu'elle a délocalisé la plupart de son industrie dans les pays membres de l'Union européenne. Comme je dis, la France est devenue, en 2022, une simple colonie économique et une zone touristique pour les États-Unis. Donc aujourd'hui, pendant qu'on parle du Doliprane pour enfants, c'est difficile d'en trouver. Vous renseignez-vous, vous verrez, les Français ont du mal. Il y a même des journalistes issus de la propagande qui sont en train de le dénoncer en disant que simple Doliprane pour enfants, impossible d'en trouver aujourd'hui. Donc en plus de l'électricité, les Doliprane qui n'arrivent pas à produire, les antibiotiques. Et là, pour étouffer cela, vous n'allez pas y croire, mais le ministre de la Santé vient par hasard de faire un discours à la télé en disant que, attention, le Covid vient de remonter en hausse. Il y a 100 000 personnes qui sont contaminées chaque jour. Il y a 1000 personnes qui sont hospitalisées. Et donc, il faut commencer à se préparer. Vous voyez, ça veut dire qu'on essaye déjà d'étouffer le scandale du manque d'électricité, du manque de médicaments qui se déroule en ce moment pour dire que le Covid est de retour. Et par hasard, le Covid revient quand le gouvernement est en difficulté. Donc, c'est pour dire aux Français qui nous écoutent qu'il faut qu'ils se réveillent parce que là, on est en train de les manipuler, occulter leurs raisons de réfléchir par eux-mêmes. Il faut qu'ils arrêtent vraiment d'écouter cette propagande. Merci à vous, Nguchi Bianzan. On va à présent souhaiter également la bienvenue et le bonsoir à notre ami Jimmy Dalidou. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir, merci de m'avoir invité et bonsoir à tous les Africains, à tout le monde. Eh bien, cher Jimmy, d'après vous, étant donné qu'on parlait il y a quelques instants de ces coupures d'électricité du côté de la France, pas seulement en France, dans bon nombre de pays de l'Union européenne, parce qu'il faut dire que les messages qui nous parviennent des proches qui sont de l'autre côté ne sont pas des messages encourageants. Récemment, j'échangeais avec une amie qui est du côté de l'Angleterre. Elle me faisait savoir que au moment où on échangeait, elle était dans le noir. Dans d'autres pays, on observe également ces coupures d'électricité. Cher Jimmy Dalidou, comment on peut expliquer ce jusqu'au boutisme des dirigeants européens? Oui, alors concernant les coupures d'électricité qui vont se produire, alors il y a évidemment les coupures d'électricité qui reflètent une fragilité
qui augmente de l'impérialisme français. L'impérialisme français est fragilisé. Alors ça ne veut pas dire qu'il est en voie de disparition, mais il est totalement fragilisé de par le nouveau contexte géopolitique qui se dessine. Cette coupure d'électricité, il n'y a pas que les coupures d'électricité. Mon prédécesseur l'a très justement dit. Les problèmes d'approvisionnement en Doliprane, donc d'une manière générale en paracétamol, les médicaments d'une manière générale qu'on trouve moins, l'électricité qui va se couper. On sait qu'on a des problèmes de gaz. Tout ça démontre deux choses. La première chose, c'est que la France n'est pas un pays producteur. Le problème avec l'impérialisme français, c'est que c'est un pays totalement noyé dans l'Union européenne, qui est, comme vous le savez, une organisation impérialiste. L'Union européenne, c'est rien d'autre que ça, en fait. C'est une organisation de plusieurs pays impérialistes. Et en fait, la France a toujours considéré que dans ce cadre européen, il y aurait des échanges au niveau de l'Union européenne, que ces différents échanges au niveau de l'Union européenne permettraient de se substituer aux carences d'approvisionnement, permettraient de s'approvisionner en médicaments, en gaz, en électricité, en différentes marchandises, etc. Le problème qui se pose, c'est qu'on l'a plusieurs fois dit, mais c'est important de réaffirmer que l'impérialisme est interdépendant de par la mondialisation de l'économie, mais il est aussi en concurrence. L'interdépendance ne veut pas dire totale élimination de la concurrence. D'une manière générale, on a constaté que ces dernières décennies, la France et, comme tous les pays européens, ont totalement été détruits par les directives du triumvirat destructeur de Bruxelles et qui ont fait que maintenant la France est devenue un pays commercial. Ce n'est pas un pays producteur. On ne produit pas, on fait du commerce. Ce qui fait que, et là on arrive au deuxième point, on est dans un contexte mondial, géopolitique, un nouveau monde qui se dessine. On sait que le bloc du nouveau monde émerge à l'Est. On sait que les différents échanges au niveau mondiaux, sur le plan mondial, trouvent pour principale force motrice le bloc du nouveau monde qui trouve pour principal booster l'entente sino-russe. Et de toute façon, l'Union européenne est incapable de voler par ses propres ailes parce qu'elle est totalement vassalisée à Washington et à l'impérialisme nord-américain. Alors jusqu'à maintenant, à compter effectivement pour résorber le fait que la France est devenue un pays commercial et non un pays producteur, la France, évidemment, en tant que pays impérialiste, comptait beaucoup sur ses néocolonies en Afrique. Le problème, c'est qu'on a constaté que nos frères africains ont pris conscience de ce nouveau dessin mondial et ont pris conscience qu'en fait, le nouveau monde se situait à l'Est. Et donc, on a bien constaté que cette rupture de confiance entre le continent africain et l'Union européenne s'est faite. Finalement, la principale bouée de sauvetage, c'était l'exploitation de l'impérialisme français en Afrique, c'était le principal bouée de sauvetage de la France, en fait. C'est ce qui lui permettait de tenir ses têtes au-dessus de l'eau. Maintenant, ça ne l'a plus. Donc, il coule. Ensuite, effectivement, ce coup d'État qui s'est produit en Allemagne reflète aussi beaucoup de choses. Je reviendrai, vous me permettrez, dans une deuxième analyse, parce que ce serait trop long. Mais en fait, c'est ce qui se passe avec ces coupures d'électricité. Alors, il n'y a pas que les coupures d'électricité, parce que ce qu'il faut savoir, c'est qu'ici, en France, les factures d'électricité ont considérablement augmenté. On sait que à l'époque des Gilets jaunes, par exemple, c'était un problème qui était clairement exposé dans les revendications. Le fait que les travailleurs, le peuple travailleur de France étouffe, les Français, ils étouffent, en fait. Financièrement, ils s'en sortent plus. Les Français, ils ne s'en sortent plus. Et là-dessus, on a non seulement de l'électricité qui va se couper, en plus des autres carences d'approvisionnement, mais en plus, quand vous avez de l'électricité, elle coûte beaucoup plus cher. Alors, ce qui pose un problème au niveau des foyers, parce que beaucoup de Français n'arrivent plus à boucler avant que les factures augmentent, ils arrivaient déjà plus à boucler les fins de mois. Et là, les factures ont doublé. On sait aussi qu'actuellement en France, il y a un gros problème au niveau des TPE, des très petites entreprises, et des PME, des petites et moyennes entreprises. On sait que les très petites entreprises, notamment par exemple les boulangers, les petits commerçants, etc., vous savez, qui sont souvent qui ont leur structure dans les petites villes, etc. Bon, boulangers, les petits vendeurs, etc. Ils ont vu leur facture d'électricité
quadruplé. Et vous avez beaucoup de boulangers qui mettent la clé sous la porte. Vous avez des boulangers qui organisent des manifestations en France, qui vont manifester parce que vous avez des très petites entreprises qui s'en sortent plus, qui sont en train de mettre la clé sous la porte. Donc vous avez un peuple travailleur en France qui s'en sort plus, qui bouffe plus à sa faim, qui a ses factures qui augmentent. Les entreprises, le peu de tissu industriel qui restait, ils s'en sortent plus non plus, ils mettent la clé sous la porte. Et je crois qu'effectivement, il faudrait, comme le disait mon prédécesseur, effectivement, que le peuple français pense par lui-même, comme le fait très justement beaucoup de nos frères africains, qui eux sont conscientisés. Mais encore une fois, c'est compliqué quand on vit, vous savez, comme le disait Ho Chi Minh, quand on vit dans le cœur du monstre, c'est beaucoup plus compliqué en fait, tu vois, parce que quand on vit dans le cœur du monstre, on est totalement soumis à son agitation propagande qui est très forte. Il ne faut pas sous-estimer ces possibilités de contrôle mental via les organes d'agitation propagande, via ces médias, etc. Et en fait, il faudra beaucoup plus de temps pour que le peuple français se réveille. Les conditions subjectives ne sont pas réunies. Merci à vous, Jimmy Dalidou. On va à présent revenir en tout cas sur ce coup d'État manqué du côté de l'Allemagne avec Gamal Abina. On espère que tout est déjà en place avec l'équipe technique, avec donc, cher Gamal, cette première question en ce qui concerne ce coup d'État qui a donc été déjoué et d'après les informations divulguées par la presse allemande et par les autorités, il s'agirait d'un prince, on va le dire comme ça, un prince et d'autres personnalités qui souhaitaient renverser les institutions de la République. En plus de ça, Gamal Abina, que sait-on réellement de cette tentative de coup d'État? On va l'appeler tentative puisqu'elle a été déjouée. Qu'est-ce qu'on sait concrètement, Gamal Abina? Alors, ce que reprochent les partisans de l'extrême droite au gouvernement allemand, en vérité, les choses sont très complexes en Allemagne. On a l'impression, du moins depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a plus de 70 ans, qu'il y a eu une dénazification. Et c'est vrai qu'elle s'est opérée au niveau des instances dirigeantes. Quoique le monde industriel n'ait pas été affecté. Les grands industriels comme le responsable de Farben ou de Porsche, Ferdinand Porsche n'a pas été inquiété. C'est quand même celui qui construisait les moteurs et les chars allemands. Il y a tout un tas de grands industriels qui n'ont pas vraiment été inquiétés par la dénazification, qui sont passés entre les mailles du filet. Bonjour et encore une fois merci pour l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être reçu par vous. Donc pour répondre à votre question sur la tentative de coup d'État en Allemagne, ce que l'on sait particulièrement, c'est que d'après ce que la police et les enquêteurs ont donné comme premiers éléments de réponse, c'est qu'il y aurait entre 25 et 50 personnes qui seraient à la manœuvre et qui auraient tenté de faire un coup de force, de prendre le Parlement d'assaut, semble-t-il, et certainement de démettre le gouvernement de ses fonctions, donc de remettre en question les principes démocratiques qui régissent l'Allemagne depuis la Seconde Guerre mondiale et particulièrement depuis la réunification de 89. Alors qu'est-ce qu'il s'est passé? Eh bien, il semblerait, avec les crispations économiques évidentes que l'on connaît aujourd'hui, il semblerait que beaucoup d'Allemands, de plus en plus en colère, beaucoup d'Allemands, pas seulement la population qui commence à subir de plein fouet une inflation difficile, mais surtout les industriels et les chefs d'entreprise qui sont très importants en Allemagne, dont les groupes de pression sont connus, eh bien, soit en colère par rapport à la politique choisie par le chancelier Scholz, qui a décidé de s'aligner, parce qu'il y était obligé malheureusement, sur la position américaine. Donc, cette colère est motivée par le fait que, évidemment, en coupant Nord Stream 1 et 2 et en laissant les actions de sabotage se mettre en place, eh bien, les Allemands se sont froissés évidemment avec la Russie, en prenant une position pro-ukrainienne sans la moindre mesure et en rompant littéralement leurs relations économiques avec les Russes de façon assez violente. Et à partir de là, eh bien, les chefs d'entreprise, eux, subissent de plein fouet la perte de cet approvisionnement énergétique, simplement parce que l'Allemagne dépend pour quasiment la totalité de ses besoins énergétiques des importations étrangères et particulièrement l'Allemagne. Elle ne produit uniquement que 50% de ses besoins en matière de charbon. Que l'Allemagne a été sur le point d'abandonner son parc nucléaire et que donc le coup dur porté à l'approvisionnement énergétique allemand à la suite de cette invasion ukrainienne du 24 février a conduit à ce qu'il y ait des restrictions très importantes à telle enseigne qu'aujourd'hui les Allemands doivent quasiment compter pour leurs dépenses énergétiques, à ne pas trop prendre de douche, à réduire leur consommation, à faire ce qu'ils appellent en France de la sobriété énergétique, donc à ne plus trop consommer. Le problème, c'est que l'Allemagne est un des deux
plus grands pays industriels d'Europe. Il y a l'Allemagne, évidemment, que l'on connaît tous, et il y a l'Italie. Et ces deux pays dépendent évidemment du coût de l'énergie. Et si le coût de l'énergie se surenchérit, c'est déjà compliqué parce que ça signifie que la compétitivité des produits exportés n'est plus au rendez-vous. Mais surtout, si le coût de l'énergie augmente de façon trop importante, et là on est sur du x10 quasiment, eh bien là, non seulement ils ne sont pas compétitifs, mais en plus ils sont obligés quasiment de réduire la production de leurs usines. Plus encore, avec la raréfaction de l'énergie, c'est-à-dire que là, aujourd'hui, on n'est même plus à savoir si l'énergie coûte trop cher. Elle coûte trop cher et en plus, elle est rare, voire quasiment annulée, puisqu'il y aura des arrêts d'approvisionnement énergétique pour les usines. Donc c'est vrai que les entrepreneurs sont très énervés, que l'extrême droite est informée de cela, et que par certains abords, ça rappelle les années 30, à l'époque où effectivement l'extrême droite allemande et Hitler était soutenu par les industriels allemands, puisqu'on sait que c'était Hermann Göring qui avait mis en relation Hitler avec le chancelier, avec l'ex-président de la Reichsbank qui s'appelait Hjalmar Schacht, et c'est lui qui a ouvert littéralement Hitler les financements de son parti par tous ces industriels allemands qui étaient à l'origine très inquiets de la crise économique et surtout de l'arrivée du communisme en Allemagne. Donc ça avait combiné plusieurs éléments comme ça convergents qui ont conduit à ce que le 30 janvier 33, Adolf Hitler prenne le pouvoir, mais il a été placé par la droite allemande, par les industriels, par les hommes d'affaires et surtout par une Allemagne qui sortait d'une crise très difficile. On se rappelle les années 20 et des années 30, où effectivement après la crise de 29, eh bien l'Allemagne était sur les genoux. Aujourd'hui, on se retrouve dans une configuration à peu près similaire. C'est les États-Unis qui sont à la manœuvre. C'est encore d'eux que vient la problématique. La crise de 29, c'était les États-Unis. La crise contre l'Ukraine, c'est toujours les États-Unis. Donc les Allemands se sentent piégés, leurrés, abusés par leurs alliés entre guillemets américains qui, pour la petite histoire, occupent toujours militairement le territoire allemand. Bonjour et encore une fois merci pour cette même logique. On va peut-être prendre cette deuxième intervention de notre ami Gamal Abina pour essayer de comprendre le silence véritable de Paris, parce qu'il faut dire que depuis que les autorités allemandes ont déjoué ce coup d'État, du côté de la France, on n'en parle pas. Après avoir scruté beaucoup de médias, c'est comme si lettre avait été donnée, des interdictions avaient été données d'éviter de parler de cette tentative de coup d'État-là. Comment on peut expliquer ce silence de Paris, Gamal Abina? Alors concernant le coup d'État manqué que vous venez de souligner en Allemagne, en vérité Paris est très inquiète et surtout très incommodée par l'idée que la politique littéralement atlantiste suivie par les Occidentaux, particulièrement Paris évidemment, Berlin de fait puisqu'ils sont obligés de le faire, et l'Angleterre qui a toujours eu une tentative de quasiment d'alliance absolue avec les États-Unis, puisqu'aujourd'hui l'Angleterre n'est plus dans la communauté européenne, eh bien cette tentative de coup d'État, qui est une tentative manifestement emmenée par les gens les plus radicaux de l'extrême droite, inquiète Paris parce que déjà ça rappelle encore une fois il y a un siècle, les années 30, où ça a conduit quand même à des guerres assez violentes en Europe. On se souvient de la Seconde Guerre mondiale, 6 ans de bain de sang qui ont détruit littéralement l'Europe. Aujourd'hui Paris est inquiète, fait semblant de pas trop voir ce qui se passe en Allemagne, mais se rend bien compte qu'avec un Bundestag qui a quand même vu une émergence considérable des partis dits d'extrême droite, donc ont été clairement des partis presque parfois pour certains néo-nazis. Cette montée en puissance de l'extrême droite en Europe et en Allemagne qu'on peut observer, qui était inattendue il y a encore 10 ans, un peu inquiété Paris, sachant que évidemment la France n'est absolument pas à l'abri d'un coup de force militaire, puisqu'on voit bien que le général de Villiers, par exemple, a des tendances un petit peu pas fascisantes, mais tout de même à se dire qu'il faut peut-être mettre de l'ordre dans la maison France. Et donc oui, effectivement, on fait semblant de pas trop voir ce qui se passe en Allemagne. Il y a encore 5 ans, on aurait tout de suite montré l'Allemagne pointé du doigt, puisque simplement il y avait une forme de jeu un petit peu de chat à la souris entre la France et l'Allemagne pour toujours s'invectiver. Mais là, en l'occurrence, s'ils n'en parlent pas, c'est qu'ils sont très inquiets. Alors ça ne veut pas dire qu'ils ne le savent pas, tout le monde le sait, les journaux en ont parlé, mais c'est vrai que ça n'a pas été le scandale qu'on pouvait s'imaginer. Qui pouvait penser que des militaires, combinés à des hommes d'affaires, combinés à des gens d'extrême droite, pouvaient un jour se mettre à nouveau d'accord en Allemagne pour envisager un coup de force et nous refaire le coup de l'incendie du Reichstag, par exemple, qu'on a vu dans les années 30. Eh bien, personne, mais ce qui est certain, c'est que avec la crispation à l'Est, avec la crise économique à venir, avec une inflation galopante, avec tous les éléments qui ont concouru dans les années 30 à l'explosion des fascismes en Europe, eh bien, les Français sont inquiets, parce qu'ils sont inquiets pour le territoire étranger, bien évidemment, mais ils sont aussi inquiets pour ce qui peut se passer en France. Il faut jamais perdre de vue que les Gilets jaunes ont beaucoup inquiété le gouvernement français. Macron était littéralement
littéralement enfermé dans un bunker qui était l'Élysée à l'époque, et qu'aujourd'hui il se dit, on ne sait jamais, il pourrait y avoir peut-être un effet de contamination. J'en veux pour preuve le phénomène, par exemple, j'ai lu un livre très intéressant sur le phénomène des Black Blocs, qui sont nés en Allemagne dans les années 80 et qui ont largement fait tache d'huile sur la France, à telle enseigne que la France est devenue beaucoup plus radicale en matière de Black Bloc que ne le sont les Allemands aujourd'hui. Donc c'est vrai que ça inquiète les autorités françaises. Ils se posent des questions, est-ce que oui ou non il y aura une déstabilisation de l'Allemagne, sachant que la politique européenne reste encore très atlantiste, mais qu'en vérité des questions commencent à surgir dans plusieurs partis politiques qui se disent mais finalement il faut peut-être pousser l'Ukraine à négocier avec les Russes, que de toute façon la guerre est perdue littéralement. Je veux dire, les 20% de territoire ukrainien sont acquis aux Russes. Il faut peut-être pousser les Ukrainiens à négocier avec les Russes. Ça éviterait d'abord une crise économique durable, ça éviterait surtout un bain de sang inutile en Ukraine pour des gains territoriaux marginaux, et surtout ça éviterait un froissement total face à la Russie qui reste malgré tout toujours ouverte à la discussion avec l'Europe. Sortira donc avec cette dernière question, la question centrale, en tout cas à l'extrême droite, que reproche-t-elle au final au gouvernement allemand? Alors, ce que reprochent les partisans de l'extrême droite au gouvernement allemand, en vérité, les choses sont très complexes en Allemagne. On a l'impression, du moins depuis la Seconde Guerre mondiale, il y a plus de 70 ans, qu'il y a eu une dénazification. Et c'est vrai qu'elle s'est opérée au niveau des instances dirigeantes. Quoique le monde industriel n'ait pas été affecté. Les grands industriels comme les responsables de Farben ou de Porsche, Ferdinand Porsche n'a pas été inquiété. C'est quand même celui qui construisait les moteurs et les chars allemands. Il y a tout un tas de grands industriels qui n'ont pas vraiment été inquiétés par la dénazification, qui sont passés entre les mailles du filet. Tout comme Yann Marshall d'ailleurs, le responsable de la Reichsbank qui a quand même financé l'économie de guerre allemande, il n'a pas été inquiété parce que ils ont retourné leur veste en 1944 contre Hitler avec le coup de force de l'opération Valkyrie. Donc qu'est-ce que pensent aujourd'hui ces fameux gens d'extrême droite qui pourraient avoir des sympathies pour l'extrême droite évidemment, mais pour le nazisme? Simplement l'idée de se dire qu'à une époque, quand l'Allemagne était dirigée par un dictateur, en l'occurrence Adolf Hitler, par un Führer, par un guide, c'est comme ça qu'il l'appelait, eh bien elle fonctionnait. Les fondements de l'industrialisation et de la structuration économique et sociale allemande viennent de là. C'est pas la politique de Weimar, la fameuse République de Weimar, qui les a donnés, ça vient de là. Et donc il y a une nostalgie, pour certains d'entre eux, pas tous évidemment, sur l'idée de se dire que le national-socialisme, donc le NSDAP, le parti des travailleurs nationaux socialistes allemands, avait mis en coupe réglée l'économie et que grâce à ces gens, l'Allemagne est devenue un pays moderne. Elle avait déjà entamé sa modernisation entre 70 et 14, et ils sont devenus une grande puissance industrielle, mais ils se sont modernisés en termes de compétitivité, en termes de structuration, en termes d'organisation, en termes de rigidité dans la production de richesses. Et cette modernisation qui a fait que cet État fédéré allemand, puisque ça reste quand même des Länder qui sont fédérés entre eux, cet État fédéral allemand est devenu une très grande puissance, la première puissance économique européenne et de la troisième ou quatrième puissance économique mondiale. Et à elle toute seule, indépendamment du reste de l'Europe, c'est l'Allemagne qui est le moteur économique et industriel de l'Europe. Et donc ce que reprochent ces gens d'extrême droite, c'est de se dire les dirigeants trop atlantistes de l'État allemand, alors moins Merkel mais surtout Olaf Scholz aujourd'hui, sont en train de nous emmener droit vers le mur, alors que les Russes, qui étaient déjà des ennemis traditionnels, avaient un petit peu calmé la tension, avaient même proposé une alliance, la fameuse alliance Eurasie, dont on parle beaucoup et qui est une idéologie chère à Alexander Dugin. Eh bien cette alliance-là est remise en question par l'État américain qui ne veut pas entendre parler d'une bonne intelligence entre l'Europe occidentale et l'Europe orientale. Et à partir de là, les néo-nazis ou les gens d'extrême droite, qui n'avaient pas de raison particulière d'aimer les Russes, se souviennent quand même que ça leur a coûté très cher ces guerres à chaque fois contre la Russie. C'est quand même la troisième guerre en Europe du siècle dernier qui a eu lieu. Je veux dire, il y a eu une première guerre mondiale contre les Russes, une seconde guerre mondiale contre les Russes, et là on est sur un conflit non pas ouvert. C'est un conflit de basse intensité puisqu'il est économique, mais tout de même, qui donne le sentiment qu'une fois de plus, on veut faire en sorte que l'Allemagne soit frontalement opposée aux Russes. Et ces gens-là s'y opposent. Ils ont compris que ça les a conduits à la catastrophe en 45. Ils ne veulent plus en entendre parler. Donc, qu'est-ce qu'ils reprochent au gouvernement allemand? C'est cet alignement atlantiste sans la moindre mesure devant le diktat de Biden du gouvernement américain contre Poutine qui est prêt à discuter, il n'arrête pas de le répéter, qui n'est pas en guerre avec l'Europe, contrairement à ce qu'on dit, il n'est pas en guerre contre l'Europe, c'est l'Europe qui fait des sanctions, mais la Russie ne considère pas que ces sanctions soient légitimes, elle considère que c'est une affaire entre guillemets intérieure entre la Russie et l'Ukraine, et que l'Europe devrait s'écarter de ce dossier. Et que cette guerre est alimentée de l'extérieur pour qu'elle dure, qu'elle épuise la Russie, ce qui n'est pas vraiment une réussite, mais ces gens d'extrême droite allemande, eux, considèrent que c'est une trahison pour leur pays, puisqu'on met en danger l'économie allemande, donc on met en danger la cohésion sociale, la cohésion nationale, et surtout le drapeau allemand face aux desiderata américains.
Merci à notre ami Gamal Abina. Eh bien, Linda Larbaoui, on vous retrouve donc pour essayer de comprendre le silence de Macron et cette sorte de silence du côté de la France en ce qui concerne cette tentative de coup d'État-là. Est-ce que, d'après vous, on peut dire que du côté de la France, on a peur de parler de cette tentative de coup d'État pour éviter de donner des idées à d'autres personnes, mais plutôt en France? Les idées sont déjà là, hein, depuis pas mal d'années. Il y a tous ceux qui se sont alliés à la cause de Napoléon, qui veulent rétablir aussi l'Empire français. Et ce groupe existe. Dans ce groupe-là, d'ailleurs, on retrouvera les anciens séparatistes corses, qui ne reconnaissaient pas la République, qui reconnaissent toujours pas la République. Donc l'idée est déjà là. Les peuples ont envie de revenir en arrière quand il y avait un prestige, quand il y avait une certaine légitimité. Si on prend ce qui s'est passé en Allemagne, ce ne sont pas, parce qu'on dit c'est des néo-nazis, non, ce sont des gens de l'extrême droite, certes, mais c'est des gens qui ne reconnaissent pas la fédération, l'Allemagne fédérale. Ils ne reconnaissent pas un chancelier ou un président. Ils veulent retourner, ce que je disais tout à l'heure, à ce qui était avant l'injustice qu'il y a eu en 1914. Ils veulent retourner à ça. Ils ont cette nostalgie pour retourner à ça. Et ils connaissent très bien leur histoire. Il y a eu une les choses se sont accentuées, je vais le dire autrement, à partir de 1975, quand on a restauré la royauté en Espagne. Ça a donné un espoir à d'autres peuples en Afrique, notamment les Allemands. Il y a une chose quand même qu'il faut souligner. Quand il y a eu Yalta, à Yalta, les Américains avaient proposé de balancer les 2 bombes nucléaires, non pas au Japon à cette époque-là. Ils voulaient les balancer en Europe, en Allemagne. Et c'est l'Union soviétique, c'est Staline qui s'est opposé à ça. Les Allemands le savent, ça. Il y a eu un deuxième fait, c'est que à la fin de la Deuxième Guerre mondiale, il y avait 7 femmes pour un homme. Tous les hommes étaient massacrés pendant cette guerre. Donc la femme allemande a sauvé son économie, elle a sauvé son pays, mais avec l'aide de l'Union soviétique. C'est l'Union soviétique qui a troqué son énergie à l'époque. Il a donné du gaz et il a donné du pétrole, du charbon aussi à l'Allemagne pour qu'elle se remette. Et c'est l'Union soviétique qui a défendu l'agriculture en Allemagne. Ça, c'est méconnu de la part des gens. Mais les Allemands le savent. Donc c'est l'Union soviétique qui a sauvé l'Allemagne, qui a sauvé l'économie allemande, mais qui a maintenu cette Allemagne partagée en deux. On arrive à 1991. Le premier pays qui s'est opposé à la réunification, en 1989, pardon, c'était la France. C'est Mitterrand qui s'était opposé à ça. Pourquoi? Parce que le retour de l'Allemagne forte, ça voulait dire que la France allait perdre de son hégémonie. Et puis, en avance encore, c'est les Anglais et les Américains qui se sont opposés à cette réunification. Mais les Soviets, on l'ont imposé. Et c'est ça qui a donné la puissance de l'Allemagne d'aujourd'hui. La France a peur, oui. Pourquoi? Parce que plus les Allemands sont forts et solides, et plus la France recule en Afrique. Il y a une chose qui avait donné la légitimité à la France en Union européenne, c'est la place qu'a réussi à obtenir les Français aux Nations Unies, le siège permanent. Et puis vous avez à côté de ça, c'était la bombe nucléaire. Aujourd'hui, au niveau de la bombe nucléaire française qui a été sacrifiée, qui vaut plus grand-chose, parce que depuis Chirac, il n'y a pas eu d'avancée. Donc cette bombe a été sacrifiée et elle ne peut pas permettre à l'Union européenne d'être protégée sans les Américains. Ça, c'est d'une part. Et la place qu'ont obtenu les Français aux Nations Unies, eh ben, elle ne vaut pas grand-chose non plus, puisqu'il y a ce monde unipolaire américain qui règne et qui dit son dernier mot, qui dicte son dernier mot aussi. Donc les Allemands ont vu qu'il y a des injustices de partout. C'est le pays le plus fort au niveau économique en Europe. Actuellement, ils se font attaquer par tout le monde, par la Lituanie, par la Pologne, par la France également, qui veut toujours continuer à avoir une certaine légitimité. Donc le peuple allemand subit ça. Mais à côté, il y a quand même
même un lien entre l'Allemagne et la France. Il y a un lien très très étroit, notamment dans le nazisme, parce que les Français ont rejoint le nazisme, on les a pas envahis. Les Allemands ont été accueillis avec des bouquets de fleurs en France. Ça, beaucoup de gens, le peuple français fait le déni là-dessus. Après, on va nous parler de la France libre, des résistants, mais en réalité, l'État français lui-même était dans le nazisme. Donc là aussi, les Allemands se sont lésés dans ce qu'ils ont payé comme cherté. Mais par rapport à votre question, le Français a peur. Il a peur de quoi ? Maintenant, je vais vous dire une chose très importante que j'ai déjà expliquée sur Afrique Média. La plus grande bombe que possède la Russie n'est pas la bombe nucléaire. Ce sont les archives de l'Europe, de toute l'Europe, qui ont été collectées par Staline et qui sont en Russie. Eux, ils savent très bien ce qui s'est passé et ils peuvent faire pression. Les Russes ont réussi à avoir tous les documents européens chez eux. Et ils savent très bien comment pouvoir manipuler les peuples. Qu'est-ce qui a fait bouger tout ça? Il n'y a pas longtemps, Monsieur Poutine est sorti pour dire aux Allemands, vous êtes toujours colonisés. Il a dit la même chose aux Chinois. Il le dit, il le pense, mais aussi il a les documents qui prouvent tout ça. Alors la contagion peut très très bien vite arriver en France. Elle peut très bien toucher les Français, puisque les Français eux-mêmes, on le voit depuis le début de cette opération spéciale, le Français lui-même n'est pas souverain de sa décision. On a vu le Mali qui possède pas grand-chose comme arme, a réussi à se faire entendre. On a vu l'Algérie qui a réussi à se faire entendre, l'Arabie Saoudite aujourd'hui, le Qatar, la Tunisie. Eh ben, ils sont souverains de leurs décisions, mais la France n'est pas souveraine. Et là où ça fait peur, c'est que ça commence à jacter et les gens commencent à se poser la question, qu'est-ce qu'elle fait von der Leyen à vouloir nous imposer des vaccins? Qu'est-ce qu'ils veulent ces parlementaires européens à vouloir nous imposer une aide dans une guerre? On n'a rien à voir dedans. Et puis, même ça va plus loin qu'on s'ajacte, ça parle aussi de soutenir le fils Biden et Biden dans toute la corruption qu'il y a en Ukraine. Donc, les gens parlent. Et ça peut faire boule de neige. Ça a commencé pas en Allemagne, ça a commencé en Italie, quand les Italiens sont sortis avec des drapeaux russes et dire on veut plus de l'OTAN ici. Ils veulent une vérité de ce qui s'est passé. Maintenant, c'est en Allemagne et la France peut très très bien rejoindre ce clan. Je vous fais juste remarquer que l'année dernière, les militaires français, par 2 fois, ils se sont prononcés en disant attention, on risque la guerre civile et tout ça, c'est par rapport à ce qui se passe et par rapport à la corruption qu'il y a dans les hautes sphères et tous ces États profonds qui sont alignés aux États-Unis en menant droit vers un mur leur peuple. Oui, la France a peur et la France a peur de cette contagion, mais cette contagion peut toucher toute l'Europe. Même les Polonais, le peuple polonais, il sort maintenant pour soutenir les Russes et dire stop. La contagion semble inévitable du côté de la France. Nguchi Béanzin, est-ce que, d'après vous, vous pensez réellement que cela pourrait se produire en France? Ou bien vous partagez également l'avis de ceux qui pensent qu'Emmanuel Macron est en train de conduire la France directement vers une guerre civile? La question est à Nguchi Béanzin. Eh bien, on semble avoir perdu Nguchi Béanzin. On va poser donc la question à Jimmy Dalidou. Est-ce que d'après vous, vous partagez le point de vue de ceux-là qui pensent qu'Emmanuel Macron est en train de conduire la France vers une guerre civile? Bah écoutez, indépendamment du personnage de Macron, je pense que ce serait je crois qu'il y a l'erreur que nous faisons tous. C'est l'erreur de considérer que nous serions dirigés par des personnages. Effectivement, il y a des personnages dans l'histoire qui sont toujours importants. Emmanuel Macron est important parce qu'il est président, mais
Vous savez bien que c'est d'abord le peuple en mouvement, la masse en mouvement qui fait l'histoire. Vous savez que Monsieur Macron représente une classe sociale dominante, propriétaire des moyens de production, propriétaire d'une économie qui a été mondialisée, représentant d'un capital financier internationalisé, comme l'a été tous ses prédécesseurs. Donc c'est pour ça que la politique de Macron, de Chirac et de tous les autres présidents en France ont toujours été la même, c'est-à-dire défendre les intérêts de l'impérialisme français au niveau national et international et maintenir la domination de leur classe sociale. Ensuite, est-ce que la contagion elle va se faire? Oui, elle va se faire, mais quand les conditions sont réunies, vous savez, ça fait 40 ans que la classe ouvrière et les couches populaires, qui forment donc la majorité des Français, sont orphelines, n'ont pas de parti politique. Alors, sans organisation politique, ça reste tout de même compliqué, parce qu'on en a encore fait l'expérience dernièrement avec les Gilets jaunes. Même si vous avez un mouvement qui se déclenche, un mouvement spontané, un mouvement d'une manière d'ampleur, qui est socialement ancré et assez performant, de toute façon, si on a constaté que les Gilets jaunes, qu'ils avaient du mal, les idées des Gilets jaunes avaient du mal à se centraliser. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de force politique assez solide permettant justement de canaliser le mouvement. Mais en tout cas, ce qui s'est passé en Allemagne, ce coup d'État, est important, je crois, parce que indépendamment de l'Allemagne, il démontre quelque chose. Ce coup d'État démontre quelque chose. Que le gouvernement, qu'il soit français ou allemand, ont été fragilisés. Fragilisés pour quatre choses. La première chose, c'est le fait que l'Union européenne, la nouvelle configuration politique internationale, la nouvelle configuration géopolitique, on en a parlé, le bloc du Nouveau Monde, etc. Le deuxième élément, c'est le fait que l'Union européenne est vassale et totalement vassalisée à l'impérialisme nord-américain. Le troisième élément, c'est le fait qu'il y a une perte de contrôle des capitaux. Le gouvernement français et le gouvernement allemand ont une perte de contrôle de leurs capitaux, notamment sur le continent africain. Vous savez bien que l'essence de l'impérialisme, c'est l'exportation des capitaux vers les sources de matières premières et de main-d'œuvre bon marché. Et donc, ils ont clairement une perte de contrôle de leurs capitaux à ce niveau-là. Troisième élément, c'est que toujours concernant ces capitaux, les capitaux ne trouvent plus de débouchés. La totalité de la valeur qui est produite, que ce soit en France ou en Allemagne, c'est de la valeur fictive. La valeur réelle, elle n'existe plus. Concrètement, avec du fric, ils font toujours plus de fric, mais sans passer par les processus de production. Ça, ce sont les quatre éléments qui font que l'État, le gouvernement, allemand ou français, sont fragilisés. Donc, ce coup d'État démontre qu'en fait, l'État que ce soit allemand ou français, en fait, ça démontre l'analyse très juste de Friedrich Engels et Karl Marx à l'époque, qui est que l'État, à un moment, devient étranger à la société. L'État est apparu à cause, la cause d'apparition de l'État, c'était les classes sociales qui étaient en contradiction. L'État est apparu puisque l'État n'est rien de plus que l'organe de domination et d'oppression d'une classe sociale sur une autre classe sociale, mais à un moment dans l'histoire, cet État devient de plus en plus étranger, il se détache totalement de la société, du reste de la société. Il devient étranger au reste de la société. Et certains éléments de cet État, totalement intégrés dans cette machine d'État, à un moment, essayent de récupérer l'État par la force. N'oublions pas que le coup d'État en Allemagne, la composition sociale est très importante. Parce qu'on retrouve des forces spéciales, des militaires, des hommes politiques. Ce n'est pas anodin, c'est-à-dire que ce sont des personnes qui sont totalement intégrées dans les rouages de fonctionnement de l'État allemand. C'est-à-dire des gens qui sont totalement intégrés dans ce qu'on appelle la machine d'État, qui a face à elle un État qui devient de plus en plus étranger au reste de la société. Donc il peut y avoir contagion, mais encore une fois, il faudra qu'on travaille sur la solidarité internationale, parce que les esprits ne sont clairement pas prêts. Elles sont encore assez totalement subordonnées. Vous savez, les esprits c'est comme ce malade à l'hôpital en fait. Et vous savez, le malade qui est sous perfusion constante, le peuple français est sous perfusion constante de l'agitation propagande.
Jimmy Dalidou, toujours concernant cette tentative de coup d'État, d'après les interventions des uns et des autres, il se pourrait que la contagion se fasse avec la France, mais tout en n'appelant pas forcément à ce qu'il y ait des morts de ce côté-là. Est-ce qu'on peut comprendre le ras-le-bol de ceux-là qui ont pour ambition de prendre le pouvoir en renversant ceux qui les ont conduits vraisemblablement dans des situations qu'ils ne parviennent plus à supporter? Bah écoutez, ce coup d'État pose deux problèmes. Il pose un problème d'ordre idéologique et un problème d'ordre géopolitique. Idéologique, pourquoi? Parce que je crois que c'est une erreur dans le cadre impérialiste, de ce qu'on appelle le capitalisme de monopole, on ne peut pas tracer une ligne de démarcation entre l'État et l'idéologie du fascisme. Il n'y a pas de démarcation entre les deux. On sait qu'en fait, l'État, dans le cadre du capitalisme de monopoliste, est dans son essence fascisant. Il porte en germe le fascisme. Pourquoi? Parce qu'on sait que le fascisme n'a rien de plus que le chien de garde que les forces du capital vont utiliser pour mater le danger insurrectionnel. Lorsqu'il y a un danger insurrectionnel, les forces du capital utilisent le fascisme. Je vous rappellerai que le NSDAP à l'époque, le parti nazi, comme le parti fasciste italien, était financé, organisé par les multinationales allemandes et italiennes à l'époque. C'est pas pour rien. C'est parce que, en fait, dans le même temps, il y avait une bolchevisation du monde, il y avait une révolution russe qui avait été éclatée, la grande révolution d'octobre 1917, les métastases des bolcheviks s'étendaient un peu partout, et donc les forces du capital avaient compris qu'il fallait mettre en avant leur chien de garde fasciste. Donc premier problème idéologique, parce que l'État est dans son essence fondamentalement lié au fascisme. Et donc, à partir du moment où une fraction du peuple est en colère, comme tout le peuple français en fait, la majorité du peuple français est en colère. Mais cette colère ne s'oriente pas toujours dans le même sens, vous le savez bien. Ce n'est pas homogène. Donc une partie du peuple a malheureusement choisi l'extrême droite et le fascisme. Pour moi, il n'y a pas de différence entre l'extrême droite et le fascisme. C'est une erreur de tracer une ligne de démarcation entre les deux. L'extrême droite, c'est le stade embryonnaire du fascisme. Et le deuxième problème que ce coup d'État pose, c'est le problème géopolitique. Parce qu'en fait, l'État, on l'a dit, l'État qui devient de plus en plus étranger à la société, qui ne représente plus la société, qui est totalement, qui n'est plus légitime, ne serait-ce que la légitimité morale. L'État, que ce soit l'État à Berlin ou à Paris, ne sont plus légitimes. Le peuple en a marre, et donc forcément, vous savez, une partie du peuple, même en France, ont compris qu'en fait, le nouveau monde se dessine, et qu'une partie du peuple a compris en France que de toute façon, il faut que notre pays, la France, et les Allemands ont compris ont compris qu'il fallait trouver leur place dans ce nouveau schéma mondial, comme nos frères africains l'ont déjà compris en fait. Et on a bien compris que Emmanuel Macron et tous ces dirigeants qui représentent cette classe sociale dominante et qui à un moment utilise le fascisme, faut pas se leurrer, ils l'utilisent à un moment ou à un autre. Cette partie de la population a trop bien compris que Macron et tous ses copains, tous ses gouvernements ne veulent pas que la France trouve sa place dans ce nouveau schéma mondial. Pourquoi? Parce que c'est pas dans leur intérêt. Leur intérêt se situe toujours auprès de Washington. L'intérêt de Emmanuel Macron et de tous ses copains, c'est de rester le petit toutou des États-Unis, c'est de ronger l'os. Vous savez, ça me fait penser un petit peu. Vous savez, ce dessin-là, vous avez le maître qui donne un os à ronger à son chien, et dès que le chien remue la queue un peu plus, il donne un os plus gros à ronger. C'est ce que ça. Malheureusement, la France est devenue le petit toutou de Washington, malheureusement. Et une partie des Français ne sont absolument pas d'accord avec cette position. Ils veulent trouver leur place dans le nouveau schéma international, dans le nouveau schéma géopolitique mondial. Merci à vous, Jimmy Dalidou. Linda Larbaoui, on semble difficilement comprendre la logique dans laquelle les dirigeants occidentaux sont en train de conduire leur peuple. D'après vous, qu'est-ce qui peut expliquer ce jusqu'au boutisme-là? Parce que on le voit en s'entêtant à vouloir interférer dans le conflit russo-ukrainien. Ce sont les peuples européens qui sont en train de subir pendant ce temps, de l'autre côté aux États-Unis. Tout va pour le mieux, en tout cas,
dans ce conflit-là. Les Américains vendent le gaz, les Américains vendent leur pétrole de schiste. Ils sont en train de se remplir les poches. Pendant ce temps, les Européens sont à l'agonie, mais les dirigeants occidentaux continuent dans cette lancée-là. Linda Labaoui, comment on peut expliquer, comment on peut comprendre cette logique jusqu'au boutiste dans laquelle les dirigeants européens s'enlisent dans ce conflit russo-ukrainien? Est-ce simplement pour être, comme le disait Jimmy Dalédou tout à l'heure, les petits toutous de Washington? Il n'y a pas de dirigeants européens, il y a des lobbies européens. Qu'est-ce qui s'est passé en Europe depuis, justement, je reviens à l'année 1917. Déjà, je vais corriger à notre ami une chose. Celui qui a financé les bolcheviks et les communistes de 1917 s'appelle Jacob Schiff. Et c'est le même qui a financé aussi le nazisme en Europe. Et c'est à sa mort qu'on a découvert que tout ce qui lui appartenait n'était que 12% des sociétés. C'était un banquier, mais tout le reste était au Rothschild. Donc, je vous ai donné un filon, vous pouvez faire, je dis ça à tous nos panafricanistes, ils peuvent faire des recherches sur Jacob Schiff et comment il a financé les deux organismes. Qu'est-ce qu'ils ont fait, les Américains? Eh bien, on semble avoir des soucis de connexion avec Linda Labaoui. Jimmy Dalédou est toujours là? Eh bien, on a véritablement perdu la connexion avec nos invités. Il ne nous reste plus donc finalement à sortir de cette édition d'appel sur le continent. Merci à vous, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Qui sort et qui dit... Eh bien, Linda Labaoui est revenue. Est-ce qu'on peut avoir Linda Labaoui? Je suis là. On vous reçoit, Linda. On vous reçoit. On vous avait perdu quelques secondes. Oui. Donc, il y avait von der Leyen qui sort et qui nous parle du plan Marshall numéro 2 pour sauver l'économie européenne, non pas de la guerre qui venait d'éclater en Ukraine, mais de ce qui était la crise Covid. Donc, encore une fois, on fait rentrer l'économie européenne dans le carcan de la supercherie du dollar américain, de cette fausse monnaie. Donc aujourd'hui, qu'est-ce que nous avons en Europe? Monsieur Asselineau, quand il était votre invité sur Afrique Média, il a expliqué comment voulez-vous que les gens votent pour une personne s'ils ne la connaissent pas, si on lui ouvre pas la télévision, la radio, les médias. Donc aujourd'hui, depuis la Deuxième Guerre mondiale, qu'est-ce qui s'est passé? Il y a une manipulation telle que la télévision n'est pas ouverte à tout le monde. Les débats ne sont pas pour tout le monde. On ne donne pas la même chance à tout le monde, alors qu'il y a des lois en Europe. Mais les lois, malheureusement, ce sont les lobbies qui font ces lois-là et qui les font respecter. Ce ne sont pas les politiciens. J'avais parlé une fois où la question m'avait été posée bien avant toute cette guerre en Ukraine, ce qui se passe en Allemagne, tout ça. Mais j'avais dit, il y a un vide politique en Europe. Il y a un véritable vide politique. On a fait de Macron, en l'espace de 3 mois, quelqu'un de célèbre, quelqu'un pour qui les Français ont voté. Alors qu'il y a des véritables politiciens qui ont passé leur vie dans la politique, qui ont tous les rouages et qui peuvent sauver la France, eh ben, on les a éliminés. Là, je reparle de monsieur Asselineau, par exemple. C'est quelqu'un qui pesait à un certain moment dans la vie politique française, mais on l'a éloigné, comme on a éloigné d'autres. Et on a mis d'autres personnes à la place, comme Macron, qui est un financier, qui est un banquier, qui ne connaît rien à la politique. Maintenant, si je reprends vraiment Macron, lui, je le crois pas, mais je crois quand même notre président Tebboune. Quand on lui a posé la question par rapport à Macron, qu'est-ce qu'il a répondu? Il a dit c'est le moins pire de tous ceux qui se sont présentés aux élections. Mais Macron a le cul entre deux chaises. Il est lui-même à ses positions, il a sa politique, mais il est partagé entre le lobby de la France-Afrique de FOCA et le lobby de l'Algérie française des anciens colons.
qui sont deux lobbies très puissants en France et qui ne laissent pas faire les choses. Et ces deux lobbies-là ont rejoint le clan du néolibéralisme. Donc, il y a un lobby néolibéral qui est là, qui influence surtout et qui gère toute la finance française. En plus, on les a installés dans le quartier de la Défense où on les a tous rapprochés et c'est ceux-là qui commandent en France. Vous ne pouvez pas en France vous lancer dans la politique si vous n'avez pas beaucoup d'argent. Donc, il n'y a pas de l'égalité dont on nous parle, il n'y a pas de fraternité, il n'y a pas de démocratie, il n'y a pas tout ça. Pour avoir un parti politique aujourd'hui, il vous faut beaucoup d'argent. Et si vous n'avez pas beaucoup d'argent, vous ne pouvez pas vous lancer dans la politique, même si vous avez tous les diplômes nécessaires. Et si vous voulez rentrer dans la politique, il faut appartenir à une certaine idéologie qui est le néolibéralisme et qui est le sionisme et qui est aussi l'américanisation de tout. C'est ça le véritable problème en Europe. Donc, ce qui s'est passé en Allemagne, on va le revoir parce que les peuples commencent à en avoir marre de tout ça et ils ont compris. Les peuples commencent à comprendre que c'est Washington qui a toutes les décisions en main et que leur propre président ou leur propre premier ministre, tout ça, ne peuvent pas répondre à leurs demandes. Donc, nous étions en Afrique dans le sentiment anti-français. Là, on va rentrer en Europe dans le sentiment anti-américain. Merci à vous, Linda Larbaoui. Jimmy Daledou est toujours là? Oui, tout à fait. Eh bien, cher Jimmy, on le disait, les Occidentaux ont décidé de rester les petits toutous de Washington. D'après vous, jusqu'à quand cette situation va durer? Jusqu'où elle va nous conduire? Va-t-elle finalement nous conduire à un conflit ouvert, c'est-à-dire une troisième guerre mondiale ouverte? Oui, alors, la guerre mondiale n'est pas impossible et je vous dirais même qu'elle est nécessaire. Pourquoi? Parce que on sait que la guerre, en fait, qu'est-ce qu'on appelle guerre dans le stade impérialiste? C'est ce qu'on appelle un repartage du monde déjà partagé. En fait, 14-18 et 39-45, c'était rien de plus qu'un repartage du monde entre différents pays impérialistes. Alors, faut bien différencier, parce qu'on utilise souvent le terme impérialiste. Mais ça veut dire quoi? Faut bien différencier le capitalisme simple du capitalisme de monopole. Le capitalisme simple, c'est celui dans lequel règne la libre concurrence. Et l'impérialisme, c'est dans lequel règne le capitalisme de monopole, c'est-à-dire il n'y a pas de concurrence. Il n'y a pas de concurrence au stade monopoliste. Et en fait, il y a un moment dans des séquences historiques, il y a des pays qui sont au stade de l'impérialisme dominant, qui ont déjà accaparé une partie du monde, qui ont accaparé des matières premières et de la main-d'œuvre au bon marché. Et dans le même temps, vous avez d'autres pays qui n'ont pas atteint le stade de l'impérialisme, n'ont pas atteint le stade du capitalisme de monopole et qui sont encore au stade du capitalisme simple. Et pour accéder au stade du capitalisme de monopole, ils ont besoin eux aussi de s'approprier richesse, matières premières et main-d'œuvre. C'est d'où le conflit et d'où les guerres qui sont rien de plus qu'un repartage du monde déjà partagé. Alors donc ensuite sur le plan national, moi je vais vous dire, sur le plan national en France, ça peut partir en vrille totale, parce que il y a eu les gilets jaunes, mais il n'y a pas eu que les gilets jaunes. Moi, je vais vous dire une chose. La révolution, c'est une spécificité française. J'irai plus loin, je sais que c'est très critiquable ce que je vais dire, mais la révolution est une spécificité française. Alors et oui, effectivement, le peuple français, souvent, il gueule, et il reste sage, mais en même temps, c'est un peuple qui a guillotiné son roi, c'est un peuple qui a fait 1830, qui a fait 1848, qui a fait 1968. On a vu à travers l'histoire le peuple français a toujours du mal à partir, mais une fois qu'il est parti, il ira jusqu'au bout. Ensuite, je reviendrai sur un élément qui a été soulevé par ma camarade concernant les sources de financement. Moi, ça, c'est un secret de polichinelle, en fait. Tout le monde, les sources de financement ont toujours existé, et moi, ça me pose aucun problème. Quel que soit le mouvement, il faut toujours qu'il y ait une source de financement. Ça a toujours existé depuis la nuit des temps. Déjà à l'époque des Indiens, ils étaient financés via le troc. Ils se faisaient du troc et ils finançaient les guerres en faisant du troc.
Donc les sources de financement, c'est pas un problème, c'est pas, pour moi en tout cas, c'est un secret de polichinelle. Les sources de financement sont nécessaires, elles sont fondamentales. Ce qui est fondamental, c'est l'orientation politique qu'on va donner après, ensuite. Vous voyez. Donc, mais en même temps, je crois que si on veut que ça parte en France, bah il faut que ça parte une solidarité internationale. Et effectivement, il faudrait que ça se fasse d'une manière pacifiste, sans violence. Ça serait bien. Mais vous savez, on sait bien qu'à travers l'histoire, on l'a vu encore lors de la Commune de Paris de 1871 en France, on a constaté qu'à partir du moment où le peuple se met en mouvement, et même s'il le fait d'une manière pacifiste, l'État, qui n'est rien de plus que l'organe de domination et d'oppression d'une classe sur une autre, c'est lui qui va utiliser la violence. Hein. Au départ, les Gilets jaunes n'ont jamais été un mouvement violent. C'est faux, ça. Les Gilets jaunes, c'était un mouvement pacifiste. Mais quand vous posez des revendications sociales qui sont construites, qui sont réfléchies et qui trouvent un ancrage dans la masse, eh bien, l'État fait ce qu'il sait faire de mieux. Il utilise la violence. Donc, la violence viendra d'abord de l'État. Et elle vient toujours d'abord de l'État, jamais du peuple. Donc, espérons que ça se fasse d'une manière pacifiste bientôt, et que ce peuple en mouvement change fondamentalement les structures étatiques, mais ça reste à voir. Merci à vous, cher Dimi Daledou. Linda Baroui, on veut... Quel parallèle peut-on faire entre ce qu'on vit du côté de l'Allemagne et ce qui se passe sur le continent africain actuellement? On ne peut pas comparer. Justement, je pensais à quelque chose qui était extraordinaire au Mali et en Algérie. C'est deux révolutions qui ont eu lieu, mais qu'on n'a pas pu infiltrer. Ce sont deux révolutions qui sont restées saines et qu'on n'a pas pu voler au peuple malien et au peuple algérien. Et bien sûr que les deux armées ont joué un rôle important dans ça. Si on compare ce qui se passe en Europe, tout est infiltré. Les syndicats sont infiltrés, les partis politiques sont infiltrés, tout est infiltré. Rien n'est imperméable en Europe. Si vous voulez, on peut parler du sionisme international, qui est le père du néolibéralisme, a réussi à tout infiltrer et mettre leurs hommes partout. Ils sont partout. Mais 68, je suis désolée, c'était quelque chose contre De Gaulle. De Gaulle, nous les Africains, on ne l'aime pas parce qu'il était contre nous, mais c'était un patriote français. Il avait défendu les intérêts français. Et il a été éjecté comme un malpropre en 68. C'était un printemps français. Si on arrive à 95, par exemple, Chirac a défendu les intérêts français en Irak et qui a refusé cette guerre puisque Total était là-bas et ils avaient beaucoup d'intérêts là-bas. Mais Chirac a fini avec une grève qui a duré presque 2 mois et qui a mis la France à plat. C'était aussi un printemps français. Avec qui? Avec les syndicats. Tant que les syndicats ils ont des financements occultes étrangers, on ne peut pas dire que c'est propre. Tant que les Américains mettent le nez dans la vie politique européenne et ils donnent des doubles nationalités et ils mettent des gens en place, on ne peut pas dire que les choses sont claires. Non, c'est pas clair. L'Allemagne, c'est le pays qui a été le plus touché par ça, puisque la fédération allemande, c'est les États-Unis qui l'ont créé. Les services secrets aujourd'hui allemands, c'est les Américains qui les ont créés. Alors qu'en Afrique, non, on nous a maintenus dans une pauvreté, on nous a maintenus dans des pays où il n'y a pas beaucoup de constitutions. Si on regarde l'Afrique, le peu de pays qui ont des organismes, c'est que les militaires finalement. Si les militaires rejoignent les peuples, c'est une révolution réussie. Nous l'avons vu au Mali, nous l'avons vu en Algérie et nous la voyons maintenant au Burkina Faso. Et ça c'est des institutions qui peuvent tenir la route. Tout le reste, on n'a rien, on n'a pas. Et puis, on peut démasquer quelqu'un facilement. Vous savez, il y a des choses graves qui se passent depuis une semaine. Avant-hier déjà, qu'est-ce qui s'est passé en Turquie? C'est un parlementaire, apparemment, il travaille pour les services secrets américains. Il a été bastonné dans le sein du Parlement avant-hier. Ils l'ont emmené à l'hôpital, il a pris peur, il est mort d'une crise cardiaque.
Hier, c'est un autre parlementaire aussi, on a des doutes sur ses activités, ses financements, ils l'ont retrouvé poignardé. Ça, c'est ce qui se passe comme ça un peu partout dans le monde où les gens commencent à comprendre, les peuples commencent à comprendre. Je ne suis pas pour la violence, je rapporte ce qui s'est passé. Donc voilà, moi je suis contre tout ça, il y a des justices dans chaque pays. Si je remonte un peu aux États-Unis, je vous ai noté qu'est-ce qui s'est passé depuis une semaine en Caroline du Nord. Alors en Caroline du Nord, c'est des feux de forêt qui ont tout ravagé. 3 jours après, en Caroline du Sud, donc vous avez la centrale électrique de la Caroline du Sud qui a pris feu. Et puis maintenant, il y a 50 000 personnes jusqu'à présent, ils n'ont pas d'électricité. En Floride, il y a le plus grand dépôt de carburant qui a pris feu. Et parallèlement à ça, il y a la plus grande réserve de voitures neuves qui a pris feu avec aussi. Ça faisait partie du même site. Vous avez ce matin, je me suis réveillée, donc il y a un pipeline qui passe par le Canada qui rejoint le Texas. Donc ce pipeline, on l'a détruit, il a été saboté, le pétrole a augmenté. Il y a plein de choses comme ça qui se passent dans le monde où les intérêts américains sont touchés. Est-ce que c'est un hasard? Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Ce que les États-Unis ont fait partout dans le monde depuis un siècle, aujourd'hui, ils le subissent en plein fouet. Et ça va venir, c'est pas fini, ce n'est qu'un début. Donc, nous, en Afrique, nous sommes à l'abri un peu de tout ça. C'est les Européens qui vont subir ça en plein fouet parce qu'ils vont commencer à démasquer tous les traîtres comme la von der Leyen et autres qui travaillent pour les Américains, pour les intérêts des Américains. Donc, on ne peut pas comparer les deux. On nous a maintenus dans cette précarité, cette pauvreté, mais en réalité, aujourd'hui, ça paye et puis ça nous protège. Je vais finir par une chose. Je peux dire à tout le monde que les États-Unis ont gagné la guerre du pétrole, ils ont perdu la guerre du gaz pour 2 raisons. Ils ont perdu la guerre du gaz parce que la Syrie a résisté. La Syrie a véritablement résisté. Et puis, je vous ai envoyé il y a tout à l'heure un article qui date de 2016. On prévoyait à l'Arabie Saoudite la 2e Syrie et une guerre civile. Les Américains, ils travaillaient là-dessus. D'où la mort de Khashoggi prétendue, parce qu'on n'a jamais trouvé de corps et on n'a jamais trouvé une quelconque preuve qu'il a été liquidé. Donc, ces 2 pays ont résisté et ces 2 pays qui vont nous permettre, à nous, l'Afrique, de nous libérer parce qu'ils n'ont pas justement cédé à la pression de la guerre de l'énergie. Et ça, c'est énorme pour nous et il faut le reconnaître un jour et l'histoire l'écrira. L'écrira, c'est ce qu'on retient pour sortir de cette émission. Merci à vous, Linda Larbaoui, de nous avoir accompagnés. Merci à vous également, Jimmy et Dalidou, Ngouche Béanzin, qui nous a lâché en cours d'émission. Je vous remercie, chers invités, d'avoir participé à cette édition d'Appel sur le continent. Merci à vous également, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Restez, bien sûr, sur Afrique Média. Dans quelques minutes, vous serez en compagnie, bien sûr, de Fabrice Ndoum dans le cadre du mérite panafricain des chefs d'État. Quant à moi, je vous retrouve pour d'autres éditions, toujours sur la télévision panafricaine. Mesdames, Messieurs, bonsoir.